Nous avons évoqué Philippe de Broca à diverses reprises sur la chaîne. De Tendre Poulet à sa suite, On a volé la cuisse de Jupiter, sans oublier Le Magnifique, avec notre bébelle nationale sous la plume de Francis Weber. En partie en tout cas, histoire compliquée. Et c'est bel et bien à de Broca que nous devons ce personnage qu'interprétera Jean-Paul Belmondo durant des décennies, celui qui virevolte, qui bondit, qui charme aussi, beaucoup, goguenard et attachant à la fois. Goguenard, ça veut dire qui a l'air de se moquer, qui a son petit sourire en coin. C'était l'instant culture de la vidéo. Cette rencontre entre Belmondo et de Broca date du tournage d'À double tour, alors que de Broca n'est à l'époque que le premier assistant réalisateur de Claude Chabrol. Il a aussi été le premier assistant réalisateur de François Truffaut sur Les 400 coups. Ça va, je pense qu'il apprend à la bonne école. Ils ne le savent pas encore, mais ils tourneront 6 films ensemble, dont le premier, Cartouche, en 1962, le premier film où Bébel va s'essayer aux cascades de lui-même, notamment en apprenant à monter à cheval en à peine 8 jours pour les besoins du film. Saviez-vous d'ailleurs que Cartouche avait été écrit comme un diptyque, il devait y avoir Cartouche numéro 2, ce qui n'arrivera jamais, hein. Ils ont eu d'autres idées entre-temps qui ont pris le dessus. Donc voici la première. Et l'idée la voici. Tandis que Belmondo et de Broca sont en pleine promotion de Cartouche en Amérique du Sud, ils prennent un verre avec leur producteur, Georges Danciguer, ou Dancigé, je préfère dire les deux, histoire de me couvrir. Un verre qu'ils prennent ensemble au Copacabana Palace de Rio, où de Broca suggère l'idée suivante. Écoute, c'est trop bête de ne pas profiter de ce paradis. On va tourner ici un film avec Jean-Paul, qui sera en costume blanc, et ça s'appellera L'Homme de Rio. Il descendra de l'avion, avec un cigare, et il lui arrivera plein d'aventures. Avec une idée fixe qu'on n'aura même pas dans le film, au final, l'histoire de couteau qui siffle à l'oreille de Belmondo, qu'il aura de peu. Ça va finir en fléchette au final, mais pas en couteau. Allons-y. Mais ça suffira au producteur pour se dire « Ok, on le fait ». Tout part de là. L'histoire vraie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV, attachez vos ceintures, écoutez les consignes de sécurité, ou pas. Nous décollons pour Rio, pour un tournage à la One Again. On est parti. Adrien Dufourquet, simple troufion à Besançon, monte à Paris dans une permission durant son service militaire. Agnès, sa fiancée, est enlevée sous ses yeux. Adrien poursuit alors ses ravisseurs, quitte à courir derrière la voiture des ravisseurs jusqu'à l'aéroport d'Orly, où il s'embarque sans le savoir pour Rio. Ça, c'est le pitch du film. Mais au point où nous en sommes, on n'en est même pas là. On sait juste que Belmondo va sortir d'un avion en costume blanc, façon Le Magnifique. Ah oui. Qu'il est en danger, mais alors pourquoi il est là et pourquoi il est en danger? Non mais oh! Il va vivre plein d'aventures, mais lesquelles? Sauf les couteaux. Les couteaux, faut qu'ils y soient. Il faut un scénariste pour développer tout ça. Ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que de Broca est fan d'Hergé et de Tintin, et qu'il rêve d'en réaliser un. Et selon les sources, soit en voyant le premier film ça ne lui avait pas plu, soit il n'en avait pas les droits et quelqu'un l'a fait à sa place. Mais dans les deux cas, Tintin et le mystère de la Toison d'Or ne lui a pas du tout plu en 61. Ce qui ne dissuade pas de Broca de faire son propre Tintin, mais il le fera différemment, en s'affranchissant de la BD et de ses défauts. De ses défauts si on l'adapte au cinéma. Sinon, Tintin n'a pas de défauts. Il juge alors plus intéressant de rendre hommage à l'univers des BD, sans être contraint de faire du Tintin avec les personnages, qui eux sont peu adaptables à l'écran. Tintin avec son look et sa houppette, ou d'autres personnages tels que les Dupont qui sont certes très attachants, mais pas crédibles en policier. C'est plus difficile à faire passer au cinéma sans que ça tourne au burlesque. Parce que le producteur attitré de Broca, Alexandre Mnouchkine, n'aime pas le burlesque. Que ce soit drôle, oui, toujours, mais que ce soit débile, non. Pas sûr qu'il aurait produit Papy fait de la résistance. Ouh, provocation. Et ça tombe mal, car Mnouchkine n'est pas emballé par ce projet un peu fou, lancé sur un coup de dé, autour d'un verre, qui n'a aucune fondation scénaristique, autre qu'un acteur dans un pays précis, le Brésil, et qui sort d'un avion. C'est trop vague. Un fantasme même. Un délire dans le meilleur des cas. Alors que sa fille souhaite faire un beau voyage, mais n'en a pas les moyens, il lui confie l'écriture du scénario en collaboration avec Jean-Paul Rapneau, le scénariste habituel de Broca, pour qu'elle puisse faire son voyage tout en travaillant et en faisant éventuellement avancer le projet. Est-ce que je peux faire ça moi aussi? Mais à 21 ans, Ariane Mnouchkine ne pense qu'à lever une troupe de théâtre, elle deviendra d'ailleurs metteur en scène toute sa vie, mais ce qu'elle veut c'est jouer ou faire jouer sur les planches. Elle n'est pas scénariste, et l'histoire n'avance donc pas. Plusieurs questions restent d'ailleurs en suspens.
Par exemple, une tout à fait basique, quels sont les antécédents de Bebel, son personnage, qui l'amènerait à vivre ces dangers à Rio? Cela ne peut pas commencer à la descente de l'avion directement, il faut quelque chose avant. Sachant qu'en plus on apprécie davantage l'exotisme en quittant la grisaille, parisienne tant qu'à faire, donc le début du film doit avoir lieu en France, et donc à Paris. De plus, Ariane Mouchkine oriente l'histoire vers un ton plus sombre et relativement sérieux. Peut-être que l'ambiance voulue par Ariane Mouchkine était peut-être plus proche de l'ambiance des 7 boules de cristal. Oh putain, j'ai des frissons, ça recommence. Monsieur Cantono Monsieur Cantono Monsieur Cantono! Je vais aller fermer mes fenêtres et je reviens. Mais Jean-Paul Rapneau, pas convaincu, et voyant que la vision d'origine, ou plutôt la grande ligne directrice d'origine, la grande aventure s'éloigne, à savoir de faire un Tintin déguisé, il s'étonne de l'absence du scénariste et dialoguiste Daniel Boulanger, habituellement toujours aux côtés de De Broca, qui à ses heures perdues est aussi un acteur, notamment avec De Funès, parce qu'il a pas fait grand chose, mais je suis sûr que ce rôle vous aura marqué. Dans La Zizanie, il joue le rôle du banquier. Vous savez, celui qui doit se boucher les oreilles. Reste que Rapneau et Boulanger ne se connaissent pas, mais Rapneau a besoin d'aide pour faire avancer l'histoire. Et peut-être que des dialogues entre les personnages aideraient à apporter un petit peu de liant à des idées ultra décousues. Ils se rencontrent alors autour d'une table avec De Broca, et Rapneau est enchanté par sa rencontre avec Boulanger, en admirant son tempérament ultra positif et déconnant, tout comme sa faculté à imaginer des dialogues à l'instant T, ultra rapidement, alors que le scénario n'est même pas encore écrit. Idéal pour ramener le scénario vers la comédie d'aventure. Facilité avec laquelle il écrit les dialogues, il écrivait les dialogues comme ça, sur un coin de table, une enveloppe, un bout de papier. Attends, qu'est-ce que t'as? Donne-moi quelque chose pour écrire. Je suis heureux de l'avoir ramené dans l'équipe de l'Homme de Rio, mais après ça, quand j'ai préparé moi-même mon film, l'année suivante, j'ai dit je peux pas me passer de lui. Pour les dialogues, c'est un génie. À partir du moment où Tintin redevient le centre du projet, il suffisait de choisir des parties de la BD qui inspiraient au voyage. Quasiment toutes les BD en fait. Il y en aura, je crois qu'il y aura 18 inspirations en tout, et à l'époque, Hergé était en train de travailler sur les bijoux de la Castafiore, donc on ne pouvait aller que jusqu'à Tintin au Tibet. Mais il va surtout se concentrer, mis à part le Temple du Soleil, sur les BD du début, qui sont pas forcément, je trouve, les meilleurs. Ainsi, 3 BD seront choisis pour dessiner les grandes lignes de l'histoire. L'oreille cassée, qui va jusqu'à emprunter des cases de la BD elle-même qui seront quasiment reconstituées à l'identique à l'écran, mélanger à l'ambiance de 7 boules de cristal en ce qui concerne la malédiction qui pèserait sur les statues, même si cette idée est très survolée et c'est dommage parce que c'est une BD que j'aime beaucoup, c'est dommage quand même que les idées empruntées aux 7 boules de cristal soient si peu visibles. Cette statue porte en elle une malédiction, je le crois. J'avais confié la mienne à ce musée, on attaque le musée. Puis Hermosa en gardait une, il est mort. Parce que certes, on parle vite fait d'une malédiction qui n'en est pas vraiment une sur les 3 détenteurs des 3 statues. Une piqûre empoisonnée. Empoisonné, mais dites-moi Martha, vous m'avez jamais parlé de ça? Si, ça remonte à 3 ans. Agnès, vous êtes venue. Et qu'est-ce que j'aurais adoré l'ambiance de cette boule de cristal, encore une fois, avec ces personnes qui se font attaquer, agresser les unes après les autres. En attendant de savoir qui sera le prochain. Des éclats de cristal, hein? Trop tard. La boule de cristal a fait son œuvre. Voilà sa dernière victime. La prophétie de Raskar Kapak est devenue réalité. Mon traumatisme de jeunesse. On a parlé d'un Indien dans la vie la semaine dernière qui m'a pas traumatisé, j'en ai un peu rajouté. Mais les 7 boules de cristal, par contre... Oh la vache! Les statuettes qui cacheraient des parchemins, 3, comme les 3 licornes du secret de la licorne. Mais il n'y a pas que ça, encore une fois, il y a eu beaucoup de choses qui sont empruntées aux BD. Ces 3 BD vont vraiment structurer le scénario. C'est les grandes lignes. Par contre, pour pimenter le film, pour ajouter un petit peu d'adrénaline, les scènes de cascade et d'action vont être empruntées plus au BD où Tintin était tout seul. Comme Tintin en Amérique ou Tintin au Congo. Ou alors la scène aussi où il passe d'une fenêtre à l'autre, ce qu'il va reprendre dans Peur sur la ville un petit peu plus tard. Avec toujours la même classe. On en reparlera, mais on pourrait peut-être se dire qu'à ce stade-là, mettre 6 mois et se mettre à 4 pour écrire ça, bah ils se sont pas pris la tête, quoi. Alors que si. En tout cas, ça va être reproché à De Broca qui s'en défendra. Et je me rappelle que les gens me disaient à l'époque souvent bon, c'était épatant, c'est drôle, etc. Mais enfin, vous vous êtes pas cassé la tête.
Je veux dire, pour trouver pourquoi ces 3 statuettes étaient à 3 endroits différents, c'était un casse-tête abominable. Reste qu'Ariane Mouchkine n'ira pas au bout de l'écriture du film, ne se sentant pas décisionnaire dans ce projet, qui ne va pas du tout dans sa direction. Mais les idées enrichissant le côté aventure vont même au-delà de Tintin, comme par exemple avec cette idée d'un rayon de soleil qui va se réfléchir dans les pierres dans une caverne pour révéler le trésor tant convoité. Idée qui sera reprise telle quelle dans Les Aventuriers de l'Âge perdu, dans la mythique et sublime scène de la maquette, avec la magnifique musique de John Williams. Et Spielberg reprendra aussi l'idée de l'enfant qui aide le héros dans le Temple maudit, avec 2001. Monsieur, réveillez-vous. Faut l'appeler Dr. Jones, chérie. Les aventures sont donc là, réadaptées, parfois trouvées, même improvisées, mais la justification du voyage de Belmondo vers le Brésil n'est toujours pas là, lui. Qu'est-ce qui justifierait le voyage de Bebel vers Rio? Serait-ce un déplacement professionnel? Serait-il du coup un homme de science? Ou un archéologue? Non, ça lui enlèverait ce côté drôle et décalé, celui qui subit des tentatives de meurtre sans savoir d'où elles viennent ni pourquoi, et qui mettrait les pièges avec son instinct et pas mal d'improvisation. Ça enlèverait au spectateur la surprise de comment il pourra s'en sortir à chaque fois, et c'est alors qu'il ait trouvé l'idée de sa compagne, qui, elle, aura la connaissance de l'emplacement d'une des précieuses statuettes nécessaires pour trouver le trésor. D'où son enlèvement en début de film, et que lui ne ferait qu'essayer de la rattraper et se retrouvera mêlé à cette histoire comme une pièce rapportée. Et lui ne serait qu'un invité indésirable, qui va foutre la merde dans un plan plutôt bien huilé. Die Hard? Non. L'homme de Rio a vraiment tout fait, hein. Tout part de l'homme de Rio. Mais vraiment tout. Mais bien qu'il soit une pièce rapportée, que faisait-il dans la vie? Était-il un médecin? Était-il un mécanicien pour qu'il justifie sa maîtrise de la moto ou de divers véhicules, par exemple? Et c'est alors que l'idée de n'avoir aucun métier, d'être un électron libre, est validée. Mais il faut tout de même le rendre athlétique et débrouillard pour que ce soit crédible, donc pourquoi ne pas lui faire son service militaire? Et de fil en aiguille, ça avance mine de rien. Il y a qu'à lui donner une permission, et tout le prétexte est trouvé. Même que le titre du film pourrait s'appeler La Perme, ou La Perme de 8 jours. Oh, sauf que non, on ne peut pas, parce que le titre, c'est le premier truc qu'ils ont trouvé, ça sera L'Homme de Rio, bon Dieu. C'est le seul truc qui était sûr. Oh merde! Il l'enlève! Agnès! Notre prochaine escale sera l'aéroport de Rio de Janeiro. Rio? Rio? Brésil! Ça ne te dit rien? Le Brésil. Et pourquoi on m'enlèverait pas, moi? Ne te vexe pas. Ça fait penser au film RTT, dont on parlera sûrement cette année avec Calmerade et Mélanie Doutet, où le titre du film est vraiment what the fuck, quoi. À l'époque, on avait inventé les RTT, et donc ils ont mis ça sur l'affiche du film pour prétexter les aventures à Miami de Calmerade pendant 2 jours. Ouais, c'est super, Vous êtes là en vacances? RTT, police, je peux avoir des explications. Donc vous êtes complice? Je la connais même pas, je sais même pas comment elle s'appelle. Complètement folle, je vais mourir. Si on s'en sort, je porte plainte. Eh ben voilà, faites comme ça. Vous avez vu Les Dents de la Mer? Oui. Depuis que j'ai vu ce film, je peux pas aller dans l'eau si je vois pas mes pieds. Mais le titre, ça s'arrête là, hein. On s'en fout des RTT au final. Ce qui compte, c'est l'aventure. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs. Dans ce cas, puisqu'il est en perme, autant donner un petit peu de vie à son service militaire. Trouvons-lui un compère de la caserne avec qui il descendra du train et y remontera à la fin du film. Et qui de mieux que Roger Dumas, un autre acteur fétiche de De Broca, pour le jouer. Sachant qu'ils vont le prévenir la veille pour le lendemain parce qu'il était en vacances en Camargue, je crois. Il va dire oui, ok, il va monter sur Paris en train de nuit, et va tourner ces 2 scènes dans la gare, puis il va reprendre le train à Gare de Lyon, et il va redescendre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Vite fait, bien fait. Pourtant, beaucoup de monde va parler durant toute sa carrière à Roger Dumas de son fameux rôle dans L'Homme de Rio, alors que c'est l'un des rôles les plus courts de sa carrière. Tu viens? Des reflets? Tout Paris à traverser. Quelle aventure! On reparle du tournage dans un instant, finissons-en avec le scénario. Peu de temps avant, quasiment en parallèle, James Bond débarquait dans nos salles. Et lui aussi va exercer une influence sur L'Homme de Rio. C'est l'occasion de faire un James Bond à la française, ce que fera aussi Fantomas l'année suivante. Occupe-toi de lui. Salaud, il m'a eu. On avait vraiment le goût de l'aventure en France dans les années 60. Rappelons que Fantomas va inspirer lui aussi les James Bond de l'époque, hein. Mais on n'en est pas là, ça va un peu inquiéter Alexandre Mouchkine, le père, le producteur, parce qu'il sait pas si on fait un James Bond ou un Tintin au final. Est-ce que ça va être drôle ou pas? Oui. Car encore une fois, Mouchkine n'aime pas le burlesque. L'aventure, oui, pas le burlesque. Il va même jusqu'à faire supprimer des scènes du scénario qu'il trouve ridicules,
Comme par exemple l'idée que Bebel arrive à Rio avec sa tenue d'officier. Pour le producteur, ça ne tient pas qu'il ait eu le temps de remettre son costume, pourquoi faire? Donc on enlève ça. Il restera juste une allusion à son costume, à son arrivée à Rio. Une scène où il salue un autre homme en officier qui sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est une allusion à ça. Par contre, Mnouchkine, c'est plus qu'un producteur. Il joue parfois dans les films, comme dans L'Accuse de Jupiter où il joue le méchant, Monsieur Plankenberg. Schwarzenberg! Monsieur Schwarzenberg! Il fait aussi l'accessoiriste s'il le faut, il fait le ménage, il fait tout. Sachant que comme ils sont partis qu'en très petit nombre à Rio, ils n'ont pas pris d'accessoiriste. Une grosse erreur, et c'est lui qui va faire l'accessoiriste sur le tournage. C'est même lui qui va s'occuper d'envoyer les télégrammes aux assureurs pour valider ou pas les idées de cascades qu'ils ont trouvées sur place pour mettre en scène Bebel. Et les cascades, il y en a un paquet dans ce film. Dont certaines auraient pu lui coûter la vie. On va en parler. Autre détail que le producteur changera, l'un des détenteurs de la statue, le deuxième, qui jouera d'ailleurs le méchant d'un James Bond 2 ans après, devait avoir 2 femmes. En annonçant « Voici ma femme », le décalage provenant de l'annonce qui sous-entend une femme, rien de plus normal, jusque-là, alors que 2 apparaissent à l'écran. Quelque chose de jugé trop burlesque, une fois encore, par le producteur. Et il aura gain de cause. C'est qui le patron? C'est moi. Voyons maintenant le tournage. On est parti. Alors que le tournage a débuté en mai 63, jusqu'en août, même si les prises de vue à la caméra se feront jusqu'en juillet, le mois de février sert de repérage au Brésil, pour y localiser les endroits clés, à la fois sur Rio bien entendu, mais aussi à Brasilia, la nouvelle capitale du Brésil inaugurée 3 ans plus tôt, qui est en plein chantier, avec beaucoup d'immeubles qui sortent de terre, une ville à moitié vide, ce qui serait l'occasion parfaite pour y tourner sans difficulté. Sans avoir à arrêter la circulation par exemple, ce qu'on fait dans un film normal, quand on tourne dans des lieux réels, et qu'on tourne pas dans des lieux reconstitués comme à Hollywood, avec des studios à la Warner où t'as des rues, t'as des villes entières qui sont simulées, qui sont fake, juste pour que tu puisses mettre les voitures que tu veux, les figurants que tu veux, et pas avoir de désagréments. Ça fait juste un petit peu plus faux. Alors qu'à Rio, vu qu'ils ont pas vraiment d'autorisation, ils vont prévenir personne, ils vont arrêter aucune circulation, tout est vrai, et heureusement, Brasilia, ça va être un petit peu plus facile, puisqu'à Brasilia, il y a rien. Ça va même permettre au film de bénéficier de plans presque irréels, tant tout a l'air bétonné, mais avec des immeubles isolés, comme s'il y avait un désert autour et qu'il y avait rien. Vide en plus, il y a personne dedans. C'est une ville fantôme, Brasilia, à l'époque. Et architecturalement parlant, c'est magnifique. C'est très courbé. Il y avait vraiment la patte d'un architecte brésilien qui s'appelait Oscar Niemeyer, je crois. Niemeyer, pardon. En tout cas, je trouve que ça joue énormément dans le charme du film, dans le charme visuel. Il y a un sacré cachet qui ne vieillit pas. Mais ce qui était le plus difficile à trouver, c'était pas forcément des lieux. Ça, il y en avait plein au Brésil. Mais plus des personnes, car trouver des comédiens parmi les habitants de Rio, en trouver des motivés, c'était pas évident, car ces derniers ne se sentaient que peu concernés par l'enjeu, quitte à être engagés mais ne pas se présenter ou demander à un copain d'y aller à leur place, ou à prétexter qu'ils devaient aller à la plage plutôt que de tourner car c'était plus important pour eux. Faut le dire tel quel, ils ont pas le même mode de vie que nous, ils sont beaucoup plus à la cool. Ce n'est pas adapté à la rigueur d'un tournage qui se veut express avec peu de moyens et peu de temps pour mettre les scènes en boîte. Seuls les 2 hommes de main, les kidnappeurs et tueurs, seront choisis sur place. Mais ils seront testés à Paris par Gilles Delamarre avant le tournage. Gilles Delamarre, le cascadeur référence en France, et donc du tournage. Celui qui fera débuter Rémi Julien l'année suivante, et qui s'occupera des scènes de chute libre. Comme il le fera pour Fantomas se déchaîne 2 ans plus tard. Il leur fera subir un véritable test de Koh-Lanta avant l'heure, à savoir les faire suspendre par les bras à une barre le plus longtemps possible, pour savoir combien de temps ils tenaient, afin d'évaluer leur capacité physique. Ça ne va pas, ça ne va pas. Fougas, la chaussette, ça ne va pas, au départ. Car ces deux-là, c'est vraiment 2 rôles importants, toute l'histoire par 2. L'entoure, doucement. L'enlève. Oh merde, il l'enlève. Donc faut qu'ils soient sérieux, impliqués, physiquement préparés, donc ça implique de savoir avec qui on va bosser. Il n'y a pas de parodie non plus, vraiment. Je veux dire que les méchants sont méchants. Il n'y a pas de... Hein, les flèches empoisonnées sont vraiment empoisonnées. Et puis, mais Jean Servel, méchant, meurt vraiment enseveli dans son trésor et tout. Parce que je crois qu'il ne faut pas rire non plus. Enfin, il faut rire, mais pas de sa propre histoire. Il faut la prendre sérieusement. Bien qu'il s'agisse d'une production franco-italienne,
Le premier rôle féminin sera confié à une Française, alors qu'une Italienne aurait dû remplir ce rôle selon les négociations entre les deux boîtes de production. Mais De Broca imposera en effet Françoise d'Orléac, la sœur aînée de Catherine Deneuve, qui explosera médiatiquement dans la peau douce l'année suivante, mais dont la vie sera malheureusement fauchée en 1967 à Nice, suite à un horrible accident de voiture, car elle roulait trop vite, étant en retard pour l'aéroport, dont elle ratera la sortie, s'encastrant alors dans un poteau, et elle ne pourra malheureusement pas s'extraire dans la voiture alors que l'engin prenait feu. Une mort horrible, paix à son âme. L'Homme de Rio est un film tourné à 70% en extérieur, ce qui va amener des contraintes très nombreuses. Ça sera moins le cas dans Brasilia car la ville est quasiment déserte, et le tournage se produira en Amazonie pour toutes les scènes de forêt. Mais cela a dû se faire dans tous les cas en équipe extrêmement réduite. 13 personnes, ni plus ni moins. Et même moins d'ailleurs parce que dans les scènes tournées dans la jungle, ils ne seront que 5. Puisqu'il n'y aura rien pour les loger. Et autant le tournage de certaines séquences sur Rio auront permis à l'équipe de séjourner confortablement dans un hôtel, ce qui va permettre à Belmondo de faire ses blagues habituelles, quoique là, il va faire assez fort pour le coup. Il va aller acheter une vingtaine de crocodiles bébés, ça fait 20-25 cm un crocodile bébé, et il va les répartir dans les chambres de ses collègues. Bien entendu, il va aussi inverser les chambres en déplaçant les affaires des uns et des autres pour qu'ils comprennent plus rien, ou alors balancer les fauteuils et des meubles par les fenêtres, ou encore balancer de la farine dans les conduits d'aération pour que ça crache de la farine dans toutes les chambres et que tout le monde soit blanc. On ne devait pas s'ennuyer avec Belmondo. Hein. Mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Il paraît que vous les... C'est un rapport, ils sont épatants. Tous les deux. Et puis le disque est très bon aussi. Si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans 2 salles. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Hein. Mais qu'il en profite parce que le tournage dans la jungle, où ils seront que 5 à embarquer, dont lui, ça sera moins la fête, puisque comme il n'y aura pas d'hôtel à moins de 1500 km de là, à l'époque, eh ben ils vont devoir dormir dans 2 combis Volkswagen, et ils vont devoir s'entasser dedans, pour dormir. Ça devait pas être génial, ça, par contre. Cela sera possible par l'utilisation d'un Caméflex, une pure caméra made in France, ultra utilisée dans les années 50 et 60, et qui avait encore cours dans les années 80, mais beaucoup moins, et qui avait l'avantage d'être facile à utiliser, et idéal pour les extérieurs, car hyper légère à manœuvrer, et donc facile à déplacer. Surtout en milieu hostile, hyper pratique. Par contre, ça a un énorme inconvénient. L'inconvénient, son utilisation provoquait un bruit de malade, impossible à masquer, ce qui gâche toutes les prises de son. Donc tout ce qui sera tourné en extérieur, au niveau des dialogues, il faudra tout redoubler en post-production. On parlait de redoublage dans la vidéo des visiteurs, mais alors là, je me disais que c'est bizarre, des acteurs français, y compris elle, et des fois je trouvais que c'était pas hyper synchro, ni hyper bien joué d'ailleurs. Mais arrête un peu! Quel homme vous êtes? Tu me reconnais? Non. Mais ça ne fait rien, oublions tout. Oh, calme-toi! Comment ça pouvait faire fou alors que c'était leur propre voix? Je me suis demandé si c'était le Blu-ray que j'ai qui avait un problème ou pas, mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'avise plus jamais de me menacer avec une arme à feu. Ah, mais c'est le pistolet, mais... Rien? Qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, ça va. Je trouve que ça n'a pas été hyper bien synchronisé en post-prod. Pour ce qui est du tournage à Rio, la plupart des personnes que vous verrez en arrière-plan ne savaient même pas qu'ils jouaient dans un film, puisque la plupart des plans ont été volés, à la façon d'un Wasabi dont nous avons parlé sur la chaîne, mais la ville en construction permet d'improviser des scènes d'action sur place, sans avoir de soucis d'autorisation. Car il n'était pas rare que le planning soit chamboulé pour des nouvelles idées trouvées sur place, et que le tournage soit improvisé quitte à ne pas savoir ce qui serait tourné le lendemain. C'est le cas de la scène sur le chantier, où Bébel est entouré par 3 voitures qui tentent de l'écraser, des scènes réalisées sans trucage, où la cascade la plus périlleuse sera celle où Belmondo s'abrite dans une crevasse et qu'une voiture va passer juste au-dessus de sa tête. Une cascade exécutée par Gilles Delamarre, bien entendu. Ce qui me fait penser que la rencontre Gilles Delamarre-Belmondo, c'était ultra explosif. L'un va encadrer l'autre, mais Delamarre va voir en Bébel un vrai cascadeur, pas qu'un acteur. Un mec qui fait ses cascades sans réfléchir, qui écoute, bien sûr, mais qui ne se fatigue jamais, qui fait tout ce qu'on lui dit, qui a pas l'air d'être impacté physiquement par ce qu'il fait, qui se blesse puis qui continue quand même. T'en as pas 50 des acteurs comme ça, qui ont l'air de trahir aucun effort. Qui dit tournage ultra rapide et efficace, dit également scène de cascade peut-être pas aussi préparée qu'elles n'auraient dû l'être et qu'elles le seront dans les futurs films dans lesquels jouera Bébel. La scène du câble qui relie les 2 immeubles, l'anecdote est ultra connue. Bébel était suspendu sans aucun câble pour le retenir à 40 mètres de hauteur. Un câble pour soutenir ses pieds, un pour se tenir par les bras, mais comme vous le savez sans doute, c'est très connu, le câble du bas va lâcher, bien que Gilles Delamarre avait testé l'intégralité de la cascade avant Bébel, comme Zorino dans Tintin et le Tombé au soleil qui va prouver que sa corde est très solide. Sauf que non. Zorino allez en premier, pour montrer corde très solide. Bébel, en mauvaise posture, au pire endroit, pile au milieu entre les 2 immeubles, va être guidé centimètre par Gilles Delamarre, durant près d'1 quart d'heure qui semble être des heures pour un pauvre Belmondo, dont les bras commencent à tétaniser.
Ça aurait pu clairement être la fin de Belmondo, ce film-là. Et on aurait pu considérer que L'Homme de Rio était un projet maudit, entre Belmondo qui a failli se tuer, Gilles Delamarre qui va se tuer 2 ans plus tard, et la pro Françoise d'Orléans qui va se tuer 1 an après Delamarre. C'est pire qu'Arnaud et Willy au niveau malédiction. 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 C'est une malédiction! Pour Gilles Delamarre, on en a parlé dans la vidéo sur la Grande Vadrouille, mais c'est lui qui faisait les cascades en moto avec la poursuite avec les citrouilles, et à un moment donné, il va quitter son âge juste le temps d'un week-end pour faire une cascade dans un autre film, une cascade en voiture toute con, en apparence, mais rien n'est con en apparence dans les cascades, et malheureusement, il n'en reviendra jamais. Mais cette histoire de câble sous les pieds de Bébel, c'est hallucinant. À moins que ce soit un ultime hommage au Temple du Soleil et à la Corde de Zorino. Mais ce qui est peut-être moins connu, c'est que juste avant la scène du câble qui lâche, Bébel s'approche un peu trop du bord, sur le toit de cet immeuble, un bord qui avait été conçu pour s'affaisser, mais ce qui n'était pas prévu, c'était que Belmondo soit autant avancé sur le rebord. Et puis dans le feu de l'action, dans le jeu, tout ça, je me suis trop approché, c'est-à-dire que j'ai été trop sur la planche et je suis tombé. Et j'ai eu ce que je vous disais tout à l'heure, le truc de sauver sa vie, enfin j'ai eu le réflexe. Je me suis retourné et je suis arrivé à rattraper Et que par conséquent, il s'accroche au rebord de l'immeuble pour remonter. Quand j'ai revu le film pour préparer la vidéo, parce que je l'avais pas revu depuis longtemps, je m'étais fait la réflexion au moment où il tombe, où le sol s'écroule sous ses pieds de « Oh non, c'est bon là, il en fait trop ». Un peu comme dans la scène sur les toits de Peur sur la ville où il se laisse trop glisser pour se rattraper tout seul et montrer « Regardez comme c'est dangereux ». C'est génial ce qu'il fait, mais il y a des fois où je trouve qu'il en fait trop pour la caméra. C'est peut-être ce qu'on lui demande de faire. Mais là, j'avais trouvé aussi, et pourtant, ce n'était pas prévu. Et c'est pour ça que ça fait trop, parce que c'était pas écrit comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il en faisait trop à ce moment-là, c'est parce que c'était pas écrit. Une autre scène a priori facile, mais qui ne l'était pas, c'était celle de la chute en parachute, qui amène à la scène du crocodile. Encore un hommage à Tintin, cette fois-ci à Tintin au Congo. Bien évidemment, cette scène n'aura pas été tournée avec un vrai crocodile. Il s'agissait d'une vraie peau de crocodile, empruntée sur place, trouvée par hasard par un membre de l'équipe, mais qui faisait tout de même 5 mètres de long. Suffisamment crédible pour faire croire à un vrai crocodile, mais c'est Gilles Delamarre qui va l'animer, nageant sous l'eau, guidé par un câble pour faire avancer le crocodile. Mais la chute brutale pour Belmondo, retenue fortement au niveau des épaules, ne sera pas très agréable pour lui. Le fleuve dans lequel il tournait la scène avec le crocodile était pourtant ultra touristique, il y avait parfois des bateaux de touristes qui passaient par là, juste à côté du réalisateur avec sa petite cabéflex, et Belmondo suspendu à un parachute. Les gens se demandaient qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. De son côté, Françoise d'Orléans participe activement à l'énergie du film. Bien que le manque de préparation sur place par manque de temps et par manque de budget amène certains inconforts. Comme cette scène tournée en forêt, où elle est poursuivie et où elle devait courir pieds nus. Ce qui se fait dans ces cas-là, c'est que souvent on met sous les pieds des acteurs ou des actrices un renfort pour qu'ils puissent courir sans avoir trop mal. Sauf que là, ils n'y avaient pas pensé. Tournage pas suffisamment préparé. Tout le tournage tient à un fil. Au sens propre, comme la scène du toboggan, où les deux pauvres personnages, qui ne sont pas cascadeurs dans la vie, sont réellement poussés sur des pentes, bien que tenus par des câbles pour leur sécurité. Ça a pas vieilli, ça. Je trouve ça toujours aussi impressionnant. Il y a de quoi se péter le cou, quoi. Le mec, il était juste attaché à un câble si jamais il allait trop loin, mais ça devait faire mal. La scène finale avec les 3 statuettes se passe dans une réelle grotte. Ça n'est pas un décor. Grotte dans laquelle on aura réellement fait tomber de la terre sur le pauvre acteur en dessous. Il y avait de la terre, mais c'était mélangé du polystyrène coloré pour que ça fasse moins lourd quand même. Et que t'étouffes pas, aussi, accessoirement. Et la scène la plus maîtrisée du point de vue action, et la plus reposante au final pour un Belmondo qui se blessera plusieurs fois durant le tournage sans aucun répit, mais qui insistera pour continuer, ce sera celle de la bagarre géante. Scène tournée dans le confort d'un studio, c'est l'une des rares, parfaitement chorégraphiée et jouée uniquement par des cascadeurs professionnels et expérimentés, qui savent prendre des coups, ou feindre de prendre des coups, et qui savent également en donner sans risque. Une scène enfin de tout repos, malgré les apparences, pour Belmondo. Le tournage est bouclé, mais le visionnage des rushs ne rassure pas du tout de Broca. Des bobines ayant été endommagées par la chaleur sur place, et avec le son produit par le caméflex qui masque les voix, ça n'aide pas à rentrer dedans, sachant qu'il y a également énormément de longueur dans le montage initial. Et paradoxalement, pour une fois, c'est le producteur Mouchkine, le visionnaire quand même, finalement, qui va être le seul à y voir un énorme potentiel, commercial en tout cas.
Il trouvait ça génial de voir un mec courir, traverser 2 pays juste pour poursuivre quelqu'un. Tout le monde peut comprendre ce film, peu importe la langue. Et les gamins, ils vont adorer ça. C'est un rêve de gosse pour eux de vivre des aventures pareilles. Faut juste qu'Améflex oblige tout redoubler. Et ce sera déjà mieux quand t'auras du vrai son. Parce que regarder le film en piètre qualité avec ce boucan-là, je comprends que ça ait semé le doute dans l'esprit de Broca quand il a vu les rushs. Sauvons-le. Tu y crois encore au trésor du Maltec? De plus en plus. Et les 3 statues ont serré la clé. Ah, parce qu'en plus, il y a un secret. Dites donc, on va pas donner 8 jours de ferme pour jouer aux Indiens dans le bateau Même Conso, si les redoublages par-dessus sont, je trouve, pas bien faits. Reste qu'Alexandre Mouchkine n'avait pas tort. Le film sort en 1964 et se place 4e du box-office français cette année-là. Derrière un certain Gendarme de Saint-Tropez, mais devant un certain Fantomas. Quelle année quand même! Le Gendarme, Fantomas, le tournage du Corneau, même si le Corneau sortira qu'en 65. Mais ça va donner un élan énorme à nos comédies. Film en couleur, avec du budget, le début de De Funès Mania. Tais-toi. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit, hein. Ça suffit, là. Le début de Gérard Horry, mais aussi le renouveau ou le début des films d'aventure à la française, parce que De Broca, il va en faire des films d'aventure derrière. Hein. Avec exactement le même esprit. Tout part de cette année 64. Énorme année. Le film sera également un succès à l'étranger, car c'est du Tintin, c'est de l'aventure sans vraiment de scénario, on le voit juste courir après des méchants durant tout le film, donc c'est complètement international et universel. Mais il court littéralement, et des moments il ne fait que ça. C'est impressionnant. Il y a Cours Lola Cours, un film allemand il me semble, où tu la vois courir pendant tout le film. Il y a Cours Forest Cours, et il y a Bébel qui court dans L'Homme de Rio, sans jamais transpirer, sans jamais ruiner une chemise. Le seul moyen pour qu'il mouille la chemise, c'est d'aller dans la flotte. C'est pas là de te faire remarquer, surtout dans ma situation. Ah, mais je n'hésite pas, moi. Je plonge. Moi, si j'avais couru comme il courait, mais j'aurais changé de chemise au moins 3 fois par heure. Comme quelqu'un de normal. Le film va même être applaudi par la famille Kennedy aux États-Unis. Le scénario va d'ailleurs être nominé aux Oscars, bien qu'il ne le remportera pas. Et un tout jeune spectateur va applaudir le film en cette année 64. Le tout jeune Steven Spielberg, âgé de 17 ans, qui va aller le voir jusqu'à 9 fois, et qui va s'en inspirer très fortement pour Les Aventuriers de l'Âge perdu et pour Le Temple maudit. Spielberg va même écrire à De Broca pour lui dire que c'est grâce à son film qu'il a tourné Les Aventuriers de l'Arche perdue, ce à quoi De Broca va répondre qu'il n'y avait pas de souci, que c'était très bien qu'il s'en soit inspiré, puisque lui-même, de toute façon, il s'était inspiré de Tintin. Milou, regarde ça, la licorne. C'est une pièce tout à fait unique. Mais Spielberg va se dire, Tintin? C'est quoi Tintin? Ah, tiens, encore un potentiel? Quel secret renfermes-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, Spielberg va s'inspirer de De Broca va lui redonner une deuxième inspiration dont Spielberg va s'inspirer. Vous prenez la responsabilité de cette preuve? Pas d'inquiétude, Tintin, cette preuve est en sécurité avec nous. Dupont, où es-tu? Eh ben, je suis déjà au bas de l'escalier, essaie de suivre. Bien qu'on attende toujours la suite, parce que moi, Le Secret de la Licorne, j'avais bien aimé. En 3D au cinéma, c'était très impressionnant. Le film va même être adoubé par Hergé, qui y voit en L'Homme de Rio enfin un Tintin authentique digne de ce nom, plus authentique et plus réussi que les deux adaptations très médiocres qu'étaient Le Mystère de la Toison d'Or ou Les Oranges Bleues. Inutile d'en dire plus, il y a eu un avant et un après L'Homme de Rio, pour De Broca, pour Bébel, pour d'autres cinémas, pour les films d'aventure, pour tout, même si le film n'est pas parfait, il n'est pas exempt de défauts. Vous le savez, j'adore Bébel, j'adore De Broca, j'adore Georges Delerue, j'adore Tintin dont nous avons fait une vidéo il y a très longtemps, mais j'adore pas L'Homme de Rio. Je l'aime bien, c'est tout, ce qui est déjà pas mal, hein. Il y a un côté pourtant jubilatoire à ce film. Cet homme qui poursuit en courant sa dulcinée, quitte à embarquer clandestinement dans un avion, à improviser en permanence, en ayant énormément de chance en rencontrant l'équivalent d'un petit Zorilo de Tintin et le Temple du Soleil sur place, parachuté dans une rivière à crocodiles où comme par hasard un chasseur de crocos apparaît pour le sauver, et en plus il est français. Oh, comme c'est bizarre. Je trouve ça jubilatoire ce côté aventure improvisée. On rêve tous de sortir, de prendre l'avion sans savoir où on va ni comment on va monter dedans. J'avais ressenti ça avec le très sous-estimé Brice 3 avec Dujardin, qui pour moi est la relève. En tout cas c'est un acteur qui a des épaules et qui peut endurer ce genre de rôle aussi. Secours! Rejoins-moi, au plus vite. Prends le premier avion. Putain...
Le premier avion, s'il te plaît. Oui, le premier avion pour où? Ah bah je sais pas. Brice 3, très bon, et un film complètement what the fuck, où t'as un mec qui va suivre des fausses pistes, et qui va avancer d'un point A à un point Z en passant par des étapes sans savoir pourquoi il va là. Bonjour. Vous allez où? À Osgore. Ah bah moi aussi, montez. Bah montez. Ouais, mais non, mais je vais trouver mieux. Du coup, tu te dis, mais où est-ce que ça va? Et en fait, c'est génial de pas savoir où ça va. Et on peut aussi parler de RTT, le film avec Canberra dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très moyen, hein. Très mignon, mais très moyen. T'as un point de départ, et en fait, bah, le mec va prendre l'avion, juste pour attraper sa nana. On vous enverra une petite carte postale. Voilà. Allez, bisous, maman. Ça va pas, non? Tiens, d'ailleurs, ça doit être un hommage. Et qui va vivre des aventures qui n'étaient pas du tout prévues. Mais attendez, j'ai rien passé du tout. Je la connais même pas, je sais même pas comment elle s'appelle. Ouais, tu la connais pas et t'arrêtes pas de lui prendre la bouche toutes les 5 minutes. Mais c'est elle qui s'est jetée sur moi. C'est jubilatoire et débridé. C'est passionnant à suivre la première fois qu'on le voit. Après, à revoir et à re-revoir, bah, c'est un peu le défaut de ce genre de format. La mer, c'est pas une case. Au revoir. Le film est visuellement bluffant, sachant qu'il a été refait en HD. Donc même de nos jours, il passe très bien. Avec un style visuel très RG, avec par exemple le plan sur la carte, ça fait très Tintin. Le film est ultra lisible en permanence, démesurément grand, comme ce plan sur les escaliers du musée, et on comprend tout ce qui se passe, on n'est jamais perdu, tout en nous donnant le vertige, en nous faisant voyager, en nous donnant cette impression de grandeur, d'aventure, on comprend qui fait quoi, qui va où, qui veut quoi, où est le danger, d'où il vient, où on va, sans compter que le Paris de l'époque, même si on le voit assez peu, celui des années 60 au début du film a un charme fou. Les voitures de l'époque avaient un sacré style. Le film ne se prend d'ailleurs jamais au sérieux, comme Bébel qui se sort de situation en criant « Oh, regardez !» Il y a que dans Tintin et dans L'Homme de Rio, et dans Last Action Hero aussi. Oh, un éléphant. Et il y a aussi Retour vers le futur avec Marty McFly. T'as pas 50 occasions, et pourtant ça passe, dans tous ces films-là, ça passe, hein, parce que c'est très bien joué, et qu'on comprend dans quel univers on est, que les films sont déconnants, et L'Homme de Rio n'échappe pas à la règle. Ça passe parfaitement. On sait très bien à quel genre de film on a affaire dès le début. Même la bande-annonce n'est pas sérieuse. Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, me dit, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi, un jeune homme charmant, distingué, joli garçon. Tout à fait pour moi. Le film est très beau. Ces décors presque surnaturels, on en a parlé, mais on peut aussi relever ce plan en ombre chinoise que je trouve absolument magnifique. Mais il y a juste un bémol. Plutôt deux bémols. Le premier, le doublage, on en a déjà parlé. On en a parlé du Caméflex qui a obligé à tout redoubler, mais je trouve que ça a été mal synchronisé. Des fois, les lèvres sont pas synchronisées à ce qu'on dit, des fois, il n'y a pas le ton non plus, des fois, c'est joué très légèrement. On en avait parlé avec Valérie Lemercier qui a sublimé sa prestation dans Les Visiteurs en redoublant 50% de ses scènes parce qu'elle n'avait pas été assez bonne sur le tournage. Ici, ça a le don de me sortir du film, même si les dialogues dans un film d'aventure n'est pas forcément ce qu'il y a de prioritaire et de plus important. Mais quand même. Jean-Paul Belmondo. C'est moi. Le deuxième problème du film, c'est la durée. 1h50. C'est long, 1h50. Et c'est pas excessivement long pour un film d'aventure, mais puisqu'il fait aussi comédie, une comédie qui fait plus d'1h30, c'est dur de tenir sur la durée aussi, sans faiblir. Je trouve clairement qu'il y a un quart d'heure de trop dans ce film-là. Ou alors il n'y a pas assez de tension dramatique qui nous permettent de pas voir le temps passer. C'est un peu le défaut de ce pari de faire un Tintin très léger sans prise de tête, en même temps c'est l'idée de départ. De vous à moi, si je ne suis pas mort, c'est pas de leur faute. Non, mais regardez ce qu'ils m'ont fait faire. Oh, c'est à voir, je vous jure. Je peux pas dire que c'est raté là-dessus, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais moi, en tant que spectateur, j'ai besoin, pour me plonger dans le film, d'avoir peur pour les personnages, d'avoir un petit peu de tension, voire un petit peu d'émotion. Ce qu'il y a dans Tintin. Lorsque vous trouverez Céline, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf. Quand tu vois, on a marché sur la Lune, avec le suicide hors écran de Wolf, qui se sacrifie pour que ses amis aient assez d'oxygène pour rentrer. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Tintin au Tibet est extrêmement émouvant aussi.
boule de cristal est flippant, on en a parlé, mais Tintin n'est pas qu'une aventure déconnante. Il y a des moments très forts, je trouve. Le malheureux, il a dû rester en arrière. Tintin, au nom du ciel, reviens. Tintin! Là, ça va manquer, mais c'est voulu, ça va manquer de profondeur, ça va manquer de tension dramatique. On est juste amusé par l'enchaînement des péripéties et émerveillé par le paysage. C'est génial de voir Bébel prendre une moto, puis de prendre un avion, de prendre un hélicoptère, prendre un bateau, de se jeter dans le vide, d'échapper à un crocodile. C'est un rêve de gosse, ce film. Mais qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, vers autre chose. Oh là, oh là, oh là, oh! Allez-vous-en! Oh, les vaches! Ça fait rêver. C'est ce que De Broca voulait. En ça, c'est parfaitement réussi. Sans compter si on est fan de Tintin. Voir les 3 parchemins déchiffrés au-dessus de la lumière, c'est jubilatoire quand on est fan de la BD. C'est le film le moins prise de tête du monde, L'Homme de Rio. On est obligé de rentrer dedans et d'apprécier. Mais c'est dur, dans la limite qu'ils se sont imposés, de tenir 1h50, sans qu'au bout d'un moment on se dise, comme dans la fin des grandes vacances, ouais bon c'est bon, on a compris, ils vont pas faire tous les modes de transport du monde non plus. Voilà, c'est un petit peu trop lisse, L'Homme de Rio. Mais ça n'a pas été reproché que par moi, c'est les critiques qu'il y a eu à l'époque, même si, encore une fois, c'est ultra divertissant. Ça m'a fait rêver, mais ça ne m'a pas ému. Mais vu que c'était pas l'objectif d'émouvoir, ce n'est pas un défaut. C'est juste que moi, pour que ce soit un grand film dans ma top list, il aurait fallu un peu plus que ça. Et de votre côté, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est un film culte pour vous? Est-ce que c'est juste un film très bon comme je l'ai trouvé? Est-ce qu'il a une place particulière dans votre cœur, en tant que fan de Tintin que vous êtes sûrement, et que je suis? Est-ce que c'est le Bébel que vous préférez? Moi, c'est pas le cas, mais c'est un des bébés de référence. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un like, et surtout à mettre un boost, vous scrollez vers la droite après avoir mis un commentaire pour donner 400 points boost à la vidéo, c'est complètement gratuit, mais ça lui permet, hop, d'exister sur YouTube, parce que c'est pas facile, et c'est un monde hyper concurrentiel, je vous en remercie beaucoup. On parlera de Bébel cette année encore, il y a plein de films qu'on n'a pas fait, il y a plein d'autres sujets que j'ai envie de faire cette année, ça va être une année longue 2026, on va la passer tous ensemble. Pour ceux qui regardent la vidéo au moment où elle est sortie en janvier 2026, je vous souhaite une bonne année, et même aux autres d'ailleurs, et puis même si vous regardez la vidéo en 2027, en 2028, en 2029, bah bonne année quand même. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.